Bonsoir et bienvenue dans l'émission TGI Talk. Toujours dans le cadre de ces prochaines élections communales du 14 octobre 2012. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la participation politique des personnes d'origine étrangère et surtout des personnes d'origine arabo-musulmane. Alors pourquoi ces personnes s'intéressent à la politique? Pourquoi ils veulent être candidats et candidates? Pourquoi les partis politiques se bousculent pour avoir certains profils que d'autres sur leur liste? Est-ce que ces personnes ont des revendications particulières, etc., etc. Pour parler de tout cela, nous avons deux invités de marque. Pierre-Yves Lambert, promoteur du site Suffrage Universel, qui s'intéresse à la participation politique des personnes d'origine étrangère, et M. Moustapha Karoni, ex-député bruxellois, avocat et chercheur universitaire. Alors on va commencer peut-être avec Moustapha Karoni. Bonjour, c'est Moustapha. Bonjour. Alors, vous remarquez qu'il y a une présence de plus en plus massive de personnes d'origine étrangère, surtout maghrébines, arabo-musulmanes, on peut les appeler comme on veut, sur les listes électorales. Comment expliquez-vous cette présence sur ces listes électorales? C'est assez simple. Les élections communales, il faut, comme dans toute élection, avoir un maximum de voix. Bon, à partir du moment où beaucoup de Belges d'origine étrangère sont de confession de culture musulmane, eh bien, il faut attraper un maximum de voix. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a plus de musulmans à Bruxelles que dans oui, sans doute, régions. oui. Ça dépend des communes, évidemment. À Uccle, il y en a moins. Mais il est clair qu'un parti politique qui espère avoir un maximum de voix doit avoir des candidats susceptibles d'attirer ces voix. C'est un peu l'offre et la demande. Hein. On sait bien que les élections fonctionnent un peu comme dans le marketing. Il y a le marketing politique, ce qui n'est pas péjoratif, mais enfin, c'est un fait. Il y a une offre politique et une demande politique. Alors pour attirer les électeurs qui ne savent pas toujours pour qui voter, eh bien, on prend des gens avec qui on peut s'identifier. C'est le marketing politique, offre et demande. La politique est un marché et il y a des rencontres entre une offre et une demande politique. Et donc les personnes d'origine étrangère sont représentées de manière plus équilibrée, il y a plus de subsahariens, oui, par rapport à des maghrébins, je ne sais pas. Ceux qui font bien leur liste, il y a dans une commune, il y a un marché, eh bien on l'étudie et voilà, on se dit il y a quelques centaines de subsahariens, on va prendre un candidat qui va prendre ces voix-là. Il y a des Arméniens, on va mettre un candidat qui va prendre ces voix-là. Donc ce sont des calculs de type marketing. C'est comme un commerçant qui veut attirer des clients, et bien il doit organiser son échoppe de manière à attirer les clients dans tel quartier, de telle manière. Pierre-Yves Lambert, vous qui analysez la participation politique des personnes d'origine étrangère depuis un certain temps, notamment via votre site Suffrage Universel, donc je ne sais pas depuis quand vous avez constaté qu'il y a une présence de plus en plus forte et marquée de personnes d'origine arabo-musulmane sur les listes des partis politiques. Les premiers élus, en tout cas, ça a été en 88. Il y a eu 2 élus en Flandre. Donc il y a eu Fatima Bali à Anvers, à Galef à l'époque, qui est Groen maintenant. Et alors il y a quelqu'un qui a été élu à Aziz Cherkaoui, à Roulers, qui est une commune où il n'y a quasiment pas de Marocains. Donc en fait, lui, il s'était marié avec une fille qui était la fille, je crois, d'un mandataire politique du CDNV. Mais à Bruxelles, donc c'est là où on constate une présence massive. Oui, en 91, Aziz Ben Othman, conseiller provincial écolo, c'est le premier en fait qui est élu d'origine marocaine à Bruxelles. Et alors en 94, il y a quelques élus au niveau communal, mais bon, c'était à une ou deux exceptions près. Je crois que c'était des gens qui étaient très loin sur la liste. Et c'est à ce moment-là, comme le disait Maître El Karouni, que les partis se sont rendus compte, on a mis des candidats marocains pour dire qu'on en mettait au moins un sur la liste. On l'a mis tout au bout et il est remonté. Donc il a eu suffisamment de voix pour être élu. Et donc, donc c'est à partir de cette date qu'ils se sont rendus compte que l'électorat marocain compte dans les résultats des élections. Oui, je crois qu'avant, ils avaient juste mis des gens un peu comme ça. Ils ont mis, je sais pas moi, à Forêt, un moniteur de sport, à Saint-Josse, le type qui mettait le tampon sur les cartes de pointage du chômage. Donc bon, ils avaient vraiment mis des gens en se disant, bon, ceux-là, c'est des gens qu'on pourra contrôler parce qu'ils travaillent pour la commune. S'ils sont élus, on va devoir leur trouver un autre boulot, mais on les contrôlera bien parce que c'est nous qui leur donnerons le boulot, quoi. Je crois qu'après, évidemment, la situation a commencé à changer. À partir du moment où, il y a des gens qui ont commencé à faire plus de voix. Il y a aussi des personnes qui sont vraiment intégrées dans les partis. Et donc là, je ne serais pas entièrement d'accord avec Maître El Karouni. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté des gens qui sont vraiment intégrés dans les partis, qui se sont intégrés dans les structures, qui sont là depuis assez longtemps dans le parti. Et alors, d'un autre côté, il y a des gens, effectivement, qu'on a été pêchés, qui n'ont jamais été membres d'un parti et à qui, qu'on a recruté, effectivement, sur des profils... Alors justement, M. Karouni... je voulais répondre.
je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand je dis ça tout à l'heure, marketing politique, c'est pas nécessairement négatif. C'est un fait, en fait. C'est comme avant, les femmes n'avaient pas le droit de vote au début du XXe siècle, alors on ne mettait pas de femmes. Maintenant, on s'adapte, à vrai dire. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui se présentent ne sont pas de bons candidats ou de mauvais candidats. Non, et ça peut être des gens qui sont tout à fait intégrés dans le parti, tout à fait dévoués, tout à fait dans la ligne du parti. Vous ne pouvez pas nier, Maître Carouni, qu'il y a des personnes qu'on voit pour la première fois, tu vois, à l'occasion des élections communales ou autres. Donc, on découvre des visages mais en même temps, sur des tracts. Les élections communales, c'est la manière de se lancer en politique. Il faut bien commencer par les communales, en général, en bonne logique. Donc, le fait qu'on voit de nouveaux visages, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est une première expérience politique. On est proche du terrain. Oui, mais il y a le fait que parfois on les revoit plus. Donc, juste après ces élections communales, on ne voit plus ces visages. Oui, pour moi, il y a quand même un problème, c'est... Donc de nouveau, il y a ces gens qui ont vraiment milité dans les partis, qui n'ont pas été candidats tout de suite non plus nécessairement. Je veux dire, le but quand on milite dans un parti n'est pas directement d'être candidat. On est candidat, mais il y a quoi? Il y a 27, 40 sièges selon les communes, donc il n'y a pas la place pour tout le monde. Mais malgré ça, on va quand même encore rechercher des gens à l'extérieur. Alors à Bruxelles, quelle est l'origine des personnes qui sont les plus représentées sur les listes électorales? Au départ, en tout cas, il y a eu beaucoup d'anciens étudiants étrangers, ça c'est clair. Oui, mais de quelle origine? Au niveau des personnes d'origine maghrébine, en tout cas. Oui. Bon, on a eu des gens comme... Marocains, Algériens? Oui, Sfia Bouarfa, Mahfoud Romdani, à la limite Daïf, même si c'est un cas un peu particulier, c'est des gens qui sont arrivés au moins à 17-18 ans ou plus tard en Belgique. Donc c'est des gens qui ont été formés au Maroc ou bien en Tunisie. Qui ont eu toute leur formation intellectuelle, qui maîtrisent aussi la langue du pays d'origine, qui maîtrisent l'arabe classique, ce qui n'est pas le cas de la plupart des jeunes marocains ou autres ici, à Bruxelles par exemple, qui parlent d'Aléja ou qui parlent berbère, mais qui ne comprennent pas ou qui le parlent en tout cas très difficilement. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes... Ce sont de deuxième génération. De la deuxième, troisième génération. Oui, c'est clair. C'est clair qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Il y a quelques cas de personnes de première génération, donc vraiment des gens qui sont arrivés avec l'immigration ouvrière. Il y a Smaï à Saint-Josse, ou bien M. Boucantar à Bruxelles-Ville, qui eux sont des gens qui sont arrivés il y a beaucoup plus longtemps que les autres, et qui à la limite militaient déjà d'ailleurs au Parti Socialiste longtemps avant que... Alors justement, ça c'est peut-être, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, qui est le parti politique belge qui a commencé à mettre les personnes d'origine étrangère, qui était le premier à mettre ces personnes d'origine étrangère sur ses listes? Écolo. Écolo. Oui. Oui, vous confirmez? Il me semble. Oui, en 88. Je pensais que c'est le PS, parce qu'il y a, non, que le PS, il y a plus de personnes sur les listes PS. C'est-à-dire que le Parti socialiste est perçu comme étant celui qui quantitativement met le plus de candidats. Mais il est possible qu'effectivement, Pierre-Yves Lambert rassemble des informations fiables, soit écolo. Pourquoi le PS met plus de personnes d'origine arabo-musulmane, on va dire, sur ces listes que les autres partis? Ça s'explique, à mon avis, en partie historiquement. Le Parti socialiste, c'est le parti qui a toujours été proche des ouvriers, des classes populaires, et les immigrés, bien sont en général issus des classes populaires. Donc, il y a une certaine affinité. Puis il y avait les syndicats, la FGTB, la FMSS. Il y a tout le mouvement socialiste qui a encadré depuis les années 60 l'immigration turco-maghrébine. Et les partis de droite dans tout cela? On a vu depuis quelques années quand même une ouverture de tous les partis politiques, évidemment sauf les extrêmes, sauf l'extrême droite, mais tous les partis politiques ont compris la nécessité d'être en phase avec la sociologie de la population. Je crois que c'est un fait, même en Flandre, on voit la NVA par exemple, que la NVA met des candidats d'origine étrangère sur sa liste, sans même qu'à Anvers, il y a une dame d'origine marocaine qui soit relativement bien placée sur la liste NVA. Donc c'est devenu quelque chose qui est entré dans les mœurs, si on peut dire. On va parler de ces personnes plus particulièrement d'origine arabo-musulmane, Pierre-Yves Lambert. Et il y a des profils qui sont très divers. Donc, mais dans ces profils, il y a peut-être des gens qui sont, je ne sais pas, plus religieux que d'autres, des personnes qui sont plus laïques, etc. etc. Est-ce que vous pensez que l'appartenance idéologique ou religieuse joue un rôle dans leur présence sur les listes électorales, Pierre-Yves Lambert? En tout cas, à mon avis, les personnes, justement, comme vous dites, qui sont, on va dire, plus religieuses, donc on a par exemple des gens qui étaient présidents de mosquées avant d'être élus, on a quoi, Larbi Kadour sur la liste du bourgmestre FDF à Schaerbeek, il y a également à Vilvoorde sur la liste CDNV,
Je crois qu'il y en avait un aussi dont j'ai oublié le nom, Ouais. Anderlecht. Mais donc ce sont tous des gens, à mon avis, qui sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ils auraient parfaitement pu être sur une autre liste. Donc je ne crois pas que le fait d'être plus religieux fasse que les gens aillent sur telle ou telle liste. Je crois que c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire qu'on leur a proposé, ou bien eux ont été là parce que bon, ils avaient plus de possibilités. Parce que Je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce que le fait peut-être d'être proche d'une communauté musulmane dans un quartier bien précis, ou le fait d'être directeur d'une mosquée, est un facteur qui intéresse un parti politique pour mettre cette personne sur sa liste, pour peut-être cibler plus particulièrement cette communauté religieuse? Manifestement, dans le cas de Scarbeck, l'Arbicadour, oui, je veux dire, le bourgmestre était très content d'avoir le président d'une mosquée importante, mosquée marocaine importante, de Scarbeck sur sa liste. Peut-être dans d'autres communes, le cas se présente aussi. Bon, les partis politiques, bon, quand ils font une liste, bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, donc ils savent très bien, ils connaissent les profils. Et voilà, quelqu'un qui est proche d'une communauté religieuse comme la communauté musulmane qui est importante à Bruxelles, eh bien, il est clair que c'est un paramètre dont ils tiennent compte en se disant, sans doute, celui-là, il a des affinités avec tel ou tel milieu et il pourra nous rapporter. On a même vu des bourgmestres qui vont fréquenter les mosquées pour essayer d'appeler ou bien de s'approcher de ces fidèles. Oui. Il faut quand même voir que ce n'est pas valable que pour les musulmans et qu'un des facteurs en 2006 qui a été souligné par la presse, c'était tout de même les évangélistes africains. Donc il y avait carrément la fille d'un évêque, un bishop ils appellent ça, des évangélistes congolais, qui était candidat sur la liste CDH à Bruxelles-Ville. Ils ont donné les noms des candidats membres de leur église sur leur site internet, qui étaient quasiment tous soit des CDH, soit des MR. Donc c'est clair que ça existe aussi dans d'autres communautés. Ça n'existe pas que par rapport à la communauté musulmane. Mais alors pourquoi certains partis ou bien certaines politiques dans certains partis critiquent le fait que certains candidats ou certains responsables politiques vont dans des mosquées ou dans des églises? Oui, bon, c'est la même chose pour les candidats. Oui, c'est la même chose que pour les candidates qui portent le foulard. Il y a des partis qui ont déclaré que nous, on n'aura jamais une candidate qui porte le foulard sur la liste. Oui, mais tel candidat qui est sur votre liste, sa femme porte le foulard. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une réunion, on va dire une inauguration de quelque chose, il va venir avec sa femme ne pourra pas l'accompagner parce qu'elle porte le foulard. Je crois que les gens sont très hypocrites, les partis sont très hypocrites là-dessus, et une fois qu'il s'agit de gagner des voix, il y a beaucoup de principes qu'ils affichent. Il faut voir aussi qu'il y a autre chose. Donc il y a des recherches qui ont été menées sur l'orientation des votes au communal de 2006. Et je crois que les partis se rendent compte aussi qu'il y a plusieurs électorats et tout est un peu segmenté. Donc il va y avoir aussi, parce qu'il reste tout de même aussi des belgo-belges, je ne sais pas comment on va les appeler, mais qui sont un peu inquiets, qui disent « Oui, mais bon, on avait l'habitude de voter pour le PSC, puis maintenant ça s'appelle CDH, puis alors bon, il y avait tous des catholiques dessus, maintenant bon, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Turcs, bon, c'est plus vraiment notre parti, donc ces partis doivent aussi songer à cet électorat-là. Et donc, en fait, ils tiennent un discours différent, soyons bien clairs. Moustapha Karouni. Oui, pour les partis, c'est une équation très complexe. Pierre-Yves Vermeer l'a bien souligné. La société change, comme partout d'ailleurs, c'est pas spécifique à la Belgique. Donc, les partis politiques doivent tenir compte du changement de la société, mais ils doivent aussi tenir compte de la société telle qu'elle est, ou telle qu'elle a été, ou telle qu'elle est toujours. Donc, effectivement, on doit s'ouvrir, mais en même temps, on ne doit pas trop indisposer ceux qui sont plus conservateurs, en ce sens qu'ils ont été habitués. Pour moi, tous les partis politiques peut-être ils ont une position par rapport au port du voile dans certaines assemblées politiques, même dans toutes les assemblées politiques, mais on voit en même temps qu'ils mettent des filles voilées sur leur liste. CDH à Scarbeck, PS à Molenbeek. Oui, mais alors, quand on leur pose la question, ils disent c'est local, ça dépend de la section locale. Pour le moment, il n'y a pas de ligne claire dans les partis politiques, me semble-t-il, par rapport à cette question. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant, c'est un phénomène nouveau, il faut que la société apprenne à gérer. Quelle partie de la société? Non, la société en général. Vous savez, on a appris d'abord à mettre des gens avec des origines étrangères sur les listes. Ce n'était pas évident il y a 15-20 ans, c'est un fait. Maintenant, est-ce que oui ou non... on parle du foulard, pas foulard. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc la société, c'est comme le corps, il doit digérer cela et on va voir vers où ça va. Alors, donc il faut trouver des équilibres. La société est en train de chercher ces équilibres. C'est ça la question. Effectivement, pour la première fois aussi, on apprend qu'une
mandataire politique maghrébine, en l'occurrence Fadila Al-Hanan, ministre de la Culture, est franc-maçonne. Donc elle a déclaré il y a quelques semaines au soir qu'elle appartient à la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est aussi un fait nouveau. Donc j'imagine que peut-être qu'il y a d'autres mandataires politiques maghrébins qui sont francs-maçons. Oui, je crois que Mahfoud Ramdani n'a jamais vraiment fait mystère non plus de ses affiliations. Maintenant, même parmi les élus, les autres élus, donc belgo-belges, on va dire, certains l'ont toujours mis en avant, des gens comme Verzin ou en Wallonie beaucoup plus aussi à Liège par exemple. À Bruxelles, je ne connais pas énormément de cas où c'est aussi évident, quoi. Maintenant, c'est un club, hein. Je ne crois pas qu'il faut vraiment avoir... Non mais comme certains religieux peut-être essaient de cibler certains fidèles de mosquées, d'autres peut-être au CDH essaient de cibler peut-être certains fidèles dans des églises. Est-ce que le fait peut-être d'être franc-maçon, on peut aussi imaginer d'aller dans une loge maçonnique? Que Fadila Al-Hanan par exemple aille dans une loge maçonnique, dise écoutez frères et sœurs, moi j'appartiens à la même loge, est-ce que vous pouvez m'aider aussi, ne fût-ce que activer vos réseaux? Je ne crois pas que ça se passe comme ça dans les loges, mais c'est clair que Mahfoud Ramdani, par Moi je dis ça parce qu'on cible toujours les mosquées, les églises. Je veux savoir ce qui est clair, c'est que par exemple, Mahfoud Ramdani, à l'époque où il était candidat, notamment au régional, faisait beaucoup de voix dans le canton électoral d'Uccle. Et bon, c'est clairement pas là où il y a le plus de Maghrébins, et à la limite, il en faisait peut-être en pourcentage plus que dans le canton de Bruxelles. Et là, c'est peut-être ça, mais je veux dire, là, il y a les loges, il y a le Rotary Club, etc. Il y a toutes sortes de socialisation par des milieux associatifs ou des associations professionnelles aussi qui peuvent exister. Donc là, je ne crois pas qu'on peut vraiment le comparer. Mais c'est un fait nouveau. Donc, M. Karouni, vous avez dit que la société évolue. On a commencé par mettre des personnes d'origine étrangère, puis des personnes d'origine arabo-musulmane, puis des Turcs, puis des subsahariens. Donc maintenant, on a des francs-maçons qui se déclarent ouvertement l'être en tant que tel. Donc peut-être la prochaine étape, c'est quoi? C'est difficile à dire, la prochaine étape. Prochaine étape, c'est difficile à dire, à vrai dire. Est-ce que ces candidats ont des revendications particulières? Par exemple, parlons des candidats d'origine arabo-musulmane, d'origine marocaine, puisqu'il y a une grande communauté marocaine ici en Belgique, ou d'origine arabo-musulmane de manière générale. Est-ce que le fait d'accepter d'être sur des listes électorales politiques, est-ce qu'ils ont des revendications particulières? La plupart, ils sont là pour être élus, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des revendications, ou en tout cas, elles ne sont pas exprimées aussi clairement, aussi parce que ils sont sur des listes, donc normalement, ils sont quand même censés défendre la position d'une liste qui regroupe des gens de sensibilités différentes, sur le plan notamment religieux. Et donc, le problème qu'il y a, c'est entre le discours officiel et le discours réel une fois qu'ils font campagne. Il y a eu tout le problème de Fatima Moussaoui aux dernières communales de 2006, qui pour des élections communales a commencé à faire campagne sur l'opposition au mariage homosexuel, à l'adoption, qui n'avait rien à voir avec les élections communales. Elle a été recadrée mais après les élections par la présidente du parti. Alors, il y a d'autres qui ont fait campagne sur il ne faut surtout pas voter pour des candidats algériens pour la cause du Sahara marocain. Ça, c'est un peu marginal quand même par rapport à l'ensemble. Les Turcs, évidemment, aussi, contre la reconnaissance du génocide arménien. Il y a ce genre de cas, mais ça reste tout de même marginal. Peut-être moins chez les Turcs, où là, ils sont tout de même un peu plus influencés par l'ambassade de Turquie. Ça, c'est vous qui le dites. Non, on n'a pas de Turc avec nous. On ne peut malheureusement pas lui donner un droit de réponse. Vous soulignez quand même un problème. Effectivement, il y a un risque, évidemment, de double discours. Ça existe. Pas plus chez les candidats d'origine que chez les autres. Il faut être clair, il ne faut pas faire de généralité. Mais il y a un risque, évidemment, qu'on va trouver un public particulier, dire moi je vous défends, je fais ceci, je fais cela, et puis quand on est dans son parti, dire autre chose. C'est une tentation qui existe et qui est un défi, à vrai dire. Parce que si vous avez une population qui sur un sujet attend ceci et que le parti défend autre chose, il y a une tentation d'avoir un discours quand même fluctuant en fonction du contexte. Est-ce qu'il y a par exemple des candidats ou des responsables politiques qui sont anti-religieux et qui peuvent se retrouver dans une mosquée en train de faire la propagande pour leur liste? Piqué. Est-ce que ça arrive? Piqué aux Sans citer de nom. Je ne vais pas donner le droit de réponse à tout le monde, Pierre-Yves. C'est quelqu'un qui est justement, qui a toujours tenu des discours quand même assez islamophobes, qui est bourgmestre et qui a fait toutes les mosquées pendant le ramadan et pendant la campagne électorale. Je veux dire, oui, là, il y a quand même quelque chose... Donc ça peut arriver? Oui, à partir du moment où ça peut leur rapporter des voix. Ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a 20 ans.
Là, il y a une évolution. Donc en 94, je ne crois pas que Piquet aurait mis les pieds dans une mosquée. Il faisait quasiment, on va dire, le signe de croix maçonnique en passant devant une porte de mosquée. Peut-être que, vous l'avez signalé tout à l'heure, que la société évolue. Prenons l'exemple de Fadil Al-Anan, elle n'aurait jamais déclaré qu'il était franc-maçon il y a quelques années, mais il le fait maintenant. Pourquoi, à votre avis? Je l'ignore, j'ai pas eu l'interview dans laquelle elle a Non, mais elle a lancé déclaré ça. qu'il était franc-maçon, c'est pas ça le but de l'émission. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle peut le faire maintenant, qu'elle n'aurait pas pu le faire avant? À vrai dire, j'en sais rien. Il y a des francs-maçons qui le déclarent, d'autres qui ne le déclarent pas. Il me semble qu'il y a une tradition quand même de certaine confidentialité. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est déclarée, je l'ignore, à vrai dire. Donc peut-être que la société évolue, Peut-être comme qu'elle vous a- l'avez dit tout à l'heure, donc ça devient banal le fait d'afficher peut-être Ces identités particulières, peut-être. Donc Oui. c'est un bon signe d'intégration. Je crois de toute finalement, façon Pierre-Yves que Lambert. dans les différentes communautés, il y a toutes sortes de personnes. Donc il y a des Marocains qui sont aussi convertis au christianisme, tout comme il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans. Il y a des Marocains athées, moi j'en connais quand même un certain nombre. Il y a des Marocains homo, des Marocains hétéros. Il y a même des Parce que ces personnes l'affichent travestis, ouvertement de plus en plus. Oui. Donc c'est un bon signe d'intégration. Oui, évidemment. Vous l'admettez. Donc la je crois que ce qui société est important- intègre ces personnes qui se sentent peut-être Oui. à l'aise de déclarer leur identité, de les afficher ouvertement. Je crois que ce type d'identité, bon, notamment que ce soit l'athéisme, l'homosexualité, l'appartenance à des loges maçonniques, le fait que ce soit des personnes d'un niveau suffisamment élevé aussi pour, on va dire qu'il ne leur arrive rien après, parce que bon, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc c'est bien aussi que Fadila le dise ouvertement. Maintenant, C'est ça, comme ça. dans d'autres cas, des personnes moins connues seront peut-être soumises à des représailles, y compris physiques d'ailleurs. Donc là, je crois qu'il faut bien réfléchir aussi. Elle peut se le permettre. Peut-être pourquoi? Parce qu'elle est ministre, donc... Oui, c'est une personnalité, elle est ministre, bon, les gens la connaissent bien, et je ne crois pas que n'importe quel... Je me rappelle d'un candidat dont je tairai le nom, je vous rassure. Ouf. Donc il y a quelques années, une conseillère communale avait lancé une union des musulmans progressistes laïcs, qui en fait était un truc qui n'existait pas, qui était juste pour lancer une campagne électorale. Pourquoi avant Et donc, être laïque, c'était une mode, oui, c'était une mode apparemment, et donc je lui avais demandé, mais à part toi, il y a qui? Et elle m'avait cité telle autre personne. Et donc moi j'ai dit, ben voilà, il y a telle et telle. Et cette autre personne, qui était aussi conseiller communal, m'a téléphoné furieux, mais... Et tu te rends compte, et tu as dit et tu as écrit que je suis laïque, mais je vais perdre des voix, je vais perdre les élections à cause de toi, un Marocain. J'ai dit, mais enfin, bon, t'as qu'à faire un communiqué, je rediffuserai ton communiqué. Non, ma carrière est finie à cause de toi. Et je Donc dis, ça, c'est le double discours dont on a parlé tout à c'est l'heure. quelqu'un qui était en plus sur la liste du Parti Socialiste. Donc, je veux dire, le Parti Socialiste, a priori, est un parti laïque. En tout cas, il se définit comme tel, à mon avis. Donc, la personne qui est candidate sur la liste du PS et qui râle parce qu'on a dit qu'elle était laïque et ça va lui faire perdre des voix, je crois qu'il a des questions à se poser. Est-ce qu'il est vraiment à sa place dans ce parti? Et ça, je crois qu'on ne pose pas assez la question. Moi, je me souviens d'un candidat d'origine congolaise qui a été un peu dans tous les partis. On l'a vu dans un parti style UDRT, donc un peu poujadiste, dans les années 90. Puis il a été au PRL, puis il a été au PS, puis il est retourné au PRL. Maintenant, il est au Parti populaire. Bon, ce type, je ne sais pas comment il a fait pour aller au PS, parce qu'il est vraiment, c'est quelqu'un de très intégriste sur le plan religieux. On ne va pas personnifier le débat. Mais je veux dire que mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se retrouvent il sur n'était pas à différentes sa listes. place. On a l'impression qu'il n'était pas à sa place, que quand on discutait avec lui en privé, les positions qu'il défendait étaient totalement antagonistes par rapport à celles du parti pour lequel il était Mais candidat. justement, donc, Maître Caroni, il y a peut-être des gens qui, lorsqu'ils se déclarent être laïcs ou francs-maçons comme Fadil Al-Anan, peut-être qu'ils ciblent un public en particulier, donc ça ne les arrange pas que d'autres publics le sachent. Alors, je ne crois pas si elle... Moi, je n'étais même pas au courant, de toute façon. Mais non, on ne parle pas d'un cas particulier, mais on parle de ce double discours, donc déclarer des appartenances idéologiques dans un cercle fermé, donc comme l'exemple que vous venez de citer, donc être laïque, mais à destination d'un public en particulier. Oui. C'est comme il y a aussi des candidats qui vont dans des mosquées, ils disent oui, moi je suis musulman, je suis avec vous, je défends le port du voile, et puis quand ils sont dans les assemblées générales de partis politiques, Maître Caroni,
ils se taisent dans tous les noms. Oui, c'est une question de la cohérence de l'engagement politique. Il est clair que les partis politiques n'ont pas toujours le temps, ni l'envie, ni les moyens, peut-être, de faire un bon tri, j'aime pas le mot tri, mais enfin, dans le choix, il est clair que le Parti socialiste a une ligne, le Parti libéral a sa ligne, le CDH a sa ligne. Voilà. C'est vrai que même les partis politiques, parfois, ont des lignes qui sont divergentes. Donc, c'est compliqué. La politique est une équation compliquée. S'y retrouver est parfois difficile. D'accord. Pour revenir à la présence de ces personnes d'origine étrangère sur ces listes, moi j'ai eu, par expérience, vous aussi certainement, que juste après les élections, vous trouvez les mêmes personnes qui se plaignent d'être marginalisées, de ne pas avoir été soutenues par l'appareil du parti, d'avoir l'impression d'être utilisées pour amener des voix. Est-ce que vous avez déjà entendu Elles ont joué le jeu aussi, je veux dire, elles savaient très bien. Au début d'ailleurs, c'était amusant. Moi je me souviens d'un débat entre des femmes candidates en 99 aux élections régionales, donc il y en avait une par parti. Et il y en a une qui avait dit clairement, le parti m'a dit qu'il m'avait mis sur la liste parce qu'il voulait une femme marocaine dans les 10 premiers de la liste. Donc à l'époque, ça s'était dit publiquement. Ça maintenant, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un, je me rappelle en 94, un candidat m'a dit, oui, c'était en public de nouveau dans un débat. Voilà, le parti a dit qu'à la 39e place sur la liste dans telle commune, il fallait un Marocain. Et moi j'étais membre du parti et ils m'ont demandé si je voulais, j'ai dit oui. C'est clair qu'après les élections, il y a souvent plus de déçus que de gens qui ne sont pas déçus. Déçus parce qu'il n'est pas élu, déçus parce qu'il est élu mais il n'a pas le poste qu'il voulait. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Il y a des gens qui vont en politique parce que vraiment ils croient à des choses. Mais il y en a un certain nombre, je ne sais pas la proportion, qui ont vu les avantages liés à la politique. En politique, il y a des mandats, il y a des rémunérations, il y a la reconnaissance sociale aussi. On est socialement reconnu quand on peut dire que je suis conseiller ou je suis député, etc. Donc ce sont des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, donc il y a cette dimension très subjective, très personnelle, ça c'est clair, mais à partir du moment où on entre dans la compétition électorale, il y a des règles du jeu. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui jouent le jeu, donc ils savent très bien qu'il y a des opportunistes qui se présentent à leur porte, ils disent pourquoi pas, on va les utiliser pour avoir des voix. Oui. Carouni. Oui, sans doute, mais les seuls partis qui ne font peut-être pas, c'est les partis qui obtiennent 0% ou 1,5% ou 1%. Eux, on ne va pas sur les listes d'un petit parti. On sait très bien qu'on ne sera pas élu, on sait très bien qu'il n'y a pas d'avantage. Donc, au moins, ces petits partis, on peut dire que ceux qui s'y engagent, ils sont peut-être plus désintéressés qu'ailleurs. Mais dans les grands partis, il est clair que c'est un élément de la motivation personnelle. C'est très dur de faire campagne. C'est très dur d'aller sur le terrain. Il y a une pression très forte, il y a un stress. Même sur la même liste, les gens se disputent, ils se font des crocs en jambes. Donc voilà. Donc, pourquoi se sacrifier? Parce qu'on se dit peut-être qu'au bout du compte, je me sacrifie, je fais des efforts. Peut-être qu'au bout du compte, la carotte qui est là, je vais peut-être l'attraper. C'est ça? Peut-être une question. Donc, on a bien saisi le fait que le vote étranger compte. Donc, à Bruxelles, il y a une présence très importante de personnes d'origine étrangère, d'arabes musulmans, de Marocains, de Turcs. Donc, le vote étranger de manière générale compte. Est-ce que les candidats d'origine étrangère qui sont sur ces listes, ou bien les politiques d'origine étrangère qui sont dans ces partis politiques, comptent aussi dans leur parti? Est-ce qu'ils ont vraiment une présence ou une influence prépondérante aux voix, au vote étranger? Ça dépend dans quel parti. À mon avis, chaque parti a des situations totalement différentes. Dans chaque entité, les situations sont différentes aussi. C'est clair que, de nouveau, au Durgem, c'est pas Molenbeek. Maintenant, les sections ont quand même changé. Il faut quand même se rendre compte que, de nouveau, si on parle d'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait quasiment pas de personnes d'origine étrangère dans les sections locales des partis politiques. Je crois que dans certaines sections, maintenant, ça a complètement changé. En 88, à Bruxelles-Ville, la liste du PS, parce qu'à l'époque, ils demandaient les certificats de nationalité. Donc, j'avais eu accès à l'époque aux archives provinciales. Et il n'y avait que des Belges de naissance. Donc, il n'y avait pas un seul candidat qui n'était pas belge de naissance. Maintenant, c'est évident que ça représente la moitié au minimum de la liste. Et dans les partis aussi, dans les structures aussi. Maintenant, je crois qu'il faut quand même être un peu réaliste et il faut rappeler ce que c'est un conseiller communal. Un conseiller communal, ça ne représente rien.
Donc un conseiller communal, soit il est dans la majorité, il ne peut pas se parler. Donc il est au conseil communal, on lui dit surtout, tu ne poses jamais de questions, tu ne vas pas embêter notre échevin ou notre bourgmestre, et pas non plus celui de l'autre parti parce qu'on est en coalition. S'il est dans l'opposition, il a un chef de groupe qui dit, voilà, toi, tu as le droit de poser une question cette fois-ci, mais tu en discutes avant. Et donc les gens un poids politique très important. Et je crois qu'on oublie quand même beaucoup que les personnes les plus importantes, c'est quand même plutôt les gens qui sont dans les cabinets au niveau ministériel ou parfois au niveau des échevinats ou du bourgmestre. Ces gens-là... Mais c'est pas ce que disent les candidats sur ces listes-là. Les candidats aux élections communales, ils vous disent à chaque fois que grâce à eux, la commune va se transformer, elle va devenir plus verte, je crois les rues seront plus propres. Carouni, chacun se vend. C'est une propagande ou consciente ou pas? Chacun se vend comme il peut, en fait. Hein. On ne va pas dire aux gens, écoutez, votez pour moi, je ne pourrai rien faire. Il faut bien qu'on dise, je vais tout changer. Voilà, yes we can, hein, comme dit Obama. Donc voilà, bon, chacun fait campagne comme il peut, fait les promesses qu'il peut. Bon, voilà, maintenant c'est aux électeurs à être critiques, à se demander, j'ai voté pour toi il y a quelques années, voilà. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le clientélisme joue? Est-ce que les gens qui votent... Oui. Je vais poser cette question, la dernière question pour Pierre-Yves Lambert. Les gens qui votent pour des personnes d'origine étrangère, est-ce qu'ils se disent peut-être il est plus accessible à moi, Mohamed va voter pour un autre Mohamed, je le connais, on parle la même langue, et si j'ai besoin de quelque chose en particulier dans la commune, il sera le plus à même à m'aider concrètement. Oui, mais ça Est-ce que c'est légitime ou c'est du clientélisme? C'est quelque chose qui existe dans la politique belge, ça a toujours existé. Donc, je veux dire, les permanences sociales, que ce soit chez les ministres, chez les élus communaux, ça a toujours existé. Donc ça, sur ce plan-là, il n'y a rien qui a vraiment changé. Je ne crois pas que... Non, moi, ce que je voulais plutôt faire comme distinction, quand je parlais des gens qui sont dans les cabinets par rapport aux élus, l'élu, il va plutôt avoir l'attitude de dire... Pas nécessairement je vais tout changer, mais bon, si je suis élu, je te donnerai un coup de pouce pour un logement social, pour ton fils qui veut devenir employé. Oui, c'est plus ce genre de choses. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un discours très idéologique. Aussi parce qu'il y a un peu toutes sortes de gens sur chaque liste et je ne suis pas toujours certain qu'ils connaissent vraiment le programme du parti non plus parce que j'ai parfois quand même des... Donc les gens ils votent plus quelqu'un qui pourrait les aider concrètement à obtenir. Ils votent individuellement, oui c'est ça, c'est plus ça. Comme au Maroc ou comme en Turquie aussi, disons les choses clairement aussi. Question complémentaire, la dernière peut-être pour M. Maître Carouni. Avant, on entendait que les personnes, par exemple, les personnes d'origine marocaine votaient plus pour des candidats d'origine marocaine aussi. Donc, un Mohamed vote pour un autre Mohamed. Est-ce que c'est un constat qui existe, cette pratique existe toujours? Ou bien, vous avez remarqué qu'il y a une certaine évolution, les gens votent plus le programme ou le parti que la personne? Je présume qu'effectivement, les gens d'origine marocaine ou d'autres, ou congolaises, inclinent à voter, notamment, non pas seulement pour des candidats dont ils se sentent le plus proches. Je n'ai pas d'études empiriques qui le démontrent, mais enfin, il suffit de voir le résultat de tel candidat, de telle communauté, les voix qu'il obtient. On fait des comparaisons, on peut se dire que sans doute ces électeurs viennent de sa communauté d'origine. Mais non, le problème n'est pas, l'important c'est qu'une fois qu'il est élu, il représente l'ensemble des électeurs, l'ensemble de la société ou l'ensemble dans une commune des habitants de la commune. C'est ça qui est important. C'est pas d'où les voix viennent, mais ce qu'on en fait. C'est peut-être ça en fait le... Eh bien, je crois que c'est le mot de la fin. J'espère qu'on va se rencontrer encore une fois pour essayer de continuer cette discussion très importante. Évidemment, on ne peut pas en 30 minutes faire le tour des enjeux de la participation politique des personnes d'origine étrangère dans ces élections communales ou en politique de manière générale. Maître Carouni, député, ex-député bruxellois, chercheur universitaire et avocat, je vous remercie. Et Monsieur Pierre-Yves Lambert, promoteur du site suffrage-universel.be qui s'intéresse à la participation politique des personnes d'origine étrangère, mais également à l'historique de cette participation en Belgique. Quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous dans une autre émission TGN Talk. À bientôt.